j'ai fondé il y a plus de 6 ans maintenant avec l'idée de faire de l'intelligence artificielle pour le monde des entreprises. Donc depuis les 6 ans, plus de 6 ans, on a fait 200 projets. On a travaillé avec 50 clients, dont des coopératives agricoles et en particulier avec des vétérinaires de coopératives agricoles. Et donc je vais vous parler de projets en particulier qu'on a menés avec eux dans la suite. Donc on est une société qui fait du conseil et de la réalisation en data science et intelligence artificielle, et avec la spécificité qu'on fait des choses pour le monde des entreprises, et donc en particulier pour le monde des entreprises agricoles. Et puis nous, on est essentiellement une équipe de mathématiciens, d'informaticiens, d'économistes qui développent des outils à destination des métiers en travaillant en étroite collaboration avec les métiers de nos clients. Alors, notre approche du marché, c'est une méthode avec 5 niveaux qui va de l'analyse des données jusqu'à l'industrialisation de solutions, en interaction très importante et permanente avec les métiers de nos clients, et donc je vais très vite arriver sur des use cases. Et je vais d'abord vous parler d'un premier use case que je vais détailler assez longuement, qui concerne les poules pondeuses qu'on a fait pour une coopérative agricole qui travaille sur le sujet. Et je vais vous le détailler parce qu'en fait, c'est un projet qui est au long cours, qui a commencé il y a presque 3 ans maintenant. Et puis, je vais vous décrire comment on a fait des premières choses, puis on a enchaîné des projets en réutilisant des aspects, et puis on avance de proche en proche, comme ça, vers le fait d'automatiser du pilotage d'élevage de poules pondeuses, avec des aspects sanitaires sur lesquels je vais peut-être un peu insister. Alors, ce que je vais vous décrire, c'est une suite de réalisations de ce qu'on appelle des IA d'aide à la décision. Et puis je vais vous décrire ce qu'on a fait, comment ça a été fait, et puis vous montrer comment, en avançant progressivement, on arrive à intégrer tout ça pour faire du pilotage d'activité. Alors, le client, sa demande initiale, c'était la problématique dans les élevages de poules pondeuses de déterminer la date de réforme, c'est-à-dire la date à laquelle il faut changer de l'eau. Et donc, nous, quand on a commencé à réfléchir avec lui, on a mis en place notre méthode, c'est-à-dire on a interagi avec les experts métiers pour intégrer l'expertise métier dans notre approche, dans les outils qu'on a ensuite développés. Ensuite, on a également fait de la data science, c'est-à-dire de l'analyse des données, en particulier les données qui étaient issues des souches, les données sur les vies des poulettes, les données de la production. Et puis, on a mis en place ces méthodes d'apprentissage qui sont essentielles dans les aspects d'intelligence artificielle. Et en faisant ça, on a construit un modèle mathématique de la production à venir d'un élevage de poules pondeuses, compte tenu des éléments qu'on a à nos dispositions à un instant T. Et puis, comme on est capable de construire cette prévision de production, on est capable de produire une prévision de gain sur les semaines à venir. Et puis, à un moment donné, quand le gain passe en dessous les coûts, c'est le moment où il faut réformer. Et l'idée, c'est qu'avec ça, on est capable d'avoir fait une IA d'aide à la décision qui permet de poser avec précision la date de réforme pertinente à la 33e semaine de l'élevage. Donc ça, c'était le premier projet qu'on avait fait. Et puis, on a livré ça à notre client, on en a discuté, on a échangé. Et puis, finalement, quand on a expliqué comment on a fait, ils nous ont dit, mais finalement, vous avez une courbe de prévision pour faire ça. Alors, bien sûr, on lui a répondu oui, puisque c'était l'essentiel de la base. Et à ce moment-là, ils nous ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire aussi un outil juste de prévision? Alors, on a dit, oui, allons-y. Donc, on a fait juste un outil qui permet de prévoir la ponte, le niveau de production d'un élevage donné. Donc finalement, on a un peu rétro-pédalé parce que ce qu'on a fait en deuxième instance, c'était plus simple que ce qu'on a fait en première instance. Donc, peut-être qu'on aurait dû commencer par ça, mais la vie de la relation entre des mathématiciens et puis des gens des métiers, c'est pas toujours straightforward, donc il faut un petit peu revenir en arrière. Bon, c'est comme ça. Donc toujours est-il qu'on a fait une deuxième IA d'aide à la décision qui est prévoir la production pour un élevage de poules pondeuses. Puis toujours en discutant avec le client, ils nous ont dit, mais finalement, si on regardait un peu aussi des données du passé, peut-être qu'avec votre outil ou avec vos idées, on pourrait regrouper nos élevages en termes de leur performance. On a dit oui, on peut, c'est tout à fait possible. Donc on a fait un troisième projet qui était une évolution, toujours en utilisant le même modèle, et on a réussi à regrouper les élevages en termes de leur performance, qui pour la coopérative agricole était
quelque chose d'intéressant puisque ça lui permettait de bien avoir une classification et de pouvoir suivre de manière un peu différenciée ces divers élevages. Et puis, une fois qu'on a livré ça, ils nous ont dit, ils nous ont dit, je schématise parce que c'était des échanges, mais on est tombé d'accord sur le fait que comme on avait maintenant une espèce de référence à peu près à l'élevage, on pouvait peut-être identifier des écarts par rapport à cette référence et donc mettre en place des systèmes d'alerte. Donc, 4e projet, 3e évolution, 3e réutilisation du modèle, on a construit un système d'alerte. Alors justement, là, c'est très lié aux questions sanitaires, puisque les systèmes d'alerte, c'est généralement quand il y a un problème sanitaire dans un élevage, qui peut être lié à soit de la nourriture, soit autre chose. Et donc, je vais vous donner quelques éléments, quelques visuels qu'on a fait dans ce système d'alerte. Donc en gros, à un moment donné, on peut voir les élevages sur lesquels il y a des problèmes avec des points rouges et puis les élevages sur lesquels il n'y a pas de problème avec des points verts. On peut également descendre à l'élevage pour aller voir l'historique, voir ce qui s'est passé. Et puis on peut aussi comparer une situation actuelle et une situation antérieure pour voir comment c'était quelques semaines avant. Donc voilà les visuels qu'on a pu produire avec ce système d'alerte. Là, c'est à peu près où nous en sommes. Et là, maintenant, nous continuons à avancer et l'idée, c'est plutôt d'aller vers le pilotage des élevages de poules pondeuses. Et maintenant, on est en train de faire une évolution suivante, c'est de prendre en compte de façon plus précise la nutrition pour pouvoir mieux piloter les élevages en prenant en compte la nutrition. Donc, c'est notre travail actuel. Ensuite, on fera une évolution suivante, c'est faire un outil qui fait de la recommandation alimentaire pour dire, tiens, on a détecté qu'il y a un problème, il faut peut-être un peu changer le régime pour pouvoir améliorer les choses. Et puis, au final, on imagine faire une dernière évolution qui consistera à suivre le retour à la résilience. Voilà, donc ça, c'est l'histoire racontée en quelques minutes d'un projet qui, depuis 3 ans, existe et qui va sans doute encore courir pendant au moins 2 ans pour arriver à ce vers quoi on veut aller. Et puis maintenant, ce que je veux un peu mettre en perspective, c'est dire, voilà, finalement, ce qu'on a fait, ce sont des IA d'aide à la décision. Il y en a plusieurs. Elles ont des capacités d'apprentissage, c'est-à-dire qu'elles savent apprendre à partir des données comment faire les recommandations, comment faire les prévisions. Et puis, ce vers quoi on va, c'est vers une intégration de toutes ces IA sous la forme d'un outil pour automatiser le pilotage, parce qu'une fois qu'on sait connaître la date de réforme, qu'on sait détecter un problème, piloter le retour à la normale, eh bien, on a un outil pour automatiser le pilotage. Alors, automatiser le pilotage, j'insiste, c'est pas exclure l'humain, mais c'est en tout cas permettre de faire un pilotage beaucoup plus efficace que peut-être celui qui est fait aujourd'hui. Donc voilà cet exemple d'un premier projet dans lequel on a développé avec des méthodes mathématiques, donc c'est-à-dire on a développé des IA basées sur de la modélisation, et puis on est en train d'aller vers le fait de faire de l'automatisation du pilotage. Une fois qu'on a fait ça sur les poules pondeuses, maintenant on est aussi en train de travailler avec notre client sur le fait de le décliner à d'autres espèces. Alors évidemment, il faut un petit peu changer les modèles, il faut un peu les faire évoluer, il faut un peu les modifier, mais on est en train de travailler aussi sur le fait de faire des choses similaires, alors pour des élevages de porcs, pour des élevages de volailles de chair, en intégrant des problèmes de signature acoustique, en intégrant des problèmes donc, de l'alimentation, en intégrant l'ambiance dans les bâtiments, en intégrant l'effet de la densité des animaux. Et donc pour faire tout ça, on enrichit le modèle au fur et à mesure que le projet avance. Et donc c'est vraiment ça que je veux essayer de faire passer comme idée, c'est que quand on travaille avec la méthode de travail qu'on met en place, eh bien, on part de quelque chose qui est relativement simple, et puis au fur et à mesure, on enrichit les choses, et puis on arrive à avoir un outil de plus en plus riche, de plus en plus performant, avec des modèles de plus en plus complexes à l'intérieur. Parce que si on veut tout de suite faire le truc compliqué, on n'y arrive pas, donc il vaut mieux y aller par pas et progressivement. Voilà sur ce premier use case, et maintenant je vais vous décliner 2-3 autres use cases assez rapides pour donner quelques idées de ce qu'on peut faire. Donc typiquement, on a fait un outil pour détecter des signaux faibles. Alors ça c'est un outil parmi d'autres dans le cadre de la détection de mammites. Il s'agissait essentiellement de détecter une baisse de production de lait. Alors en fait, en quoi c'est de l'intelligence artificielle ce truc-là? C'est que la fameuse courbe noire que vous voyez là, c'est une courbe de production qui dépend, une courbe de production laitière qui dépend de la vache, de son velage, et puis qui est construite à partir des données. Et l'intérêt, c'est qu'elle est construite très rapidement. C'est-à-dire, dès qu'on a fait 10-15 jours de production laitière, on s'est donné cette courbe noire, qui est un modèle mathématique. Et une fois qu'on a ça, on est capable d'identifier qu'on a des baisses de production par rapport à cette norme qui est donc bien individualisée
à l'animal. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a un outil parmi d'autres qui permet de détecter des mammites, enfin de détecter une présomption de mammite, et puis quand on a une bonne présomption de mammite, on peut envoyer un vétérinaire pour voir s'il y a vraiment quelque chose de façon précoce. Ok. Un autre use case que j'aime bien raconter, c'est on a détourné une méthode d'intelligence artificielle qui sert à faire de l'analyse, donc de l'analyse de langage naturel, donc de l'analyse de sens dans un texte, pour aller lire dans une molécule, donc un ester de polyglycérol, quelle sera la conséquence de son utilisation dans une solution par la suite. Et en fait, on arrive à le lire en considérant que les groupes d'atomes sont des mots, que les groupes d'atomes autour sont son environnement, et ça donne de façon précise une prévision, par exemple, de fluidité ou de viscosité de la solution qui va être embarquée. Donc ça, c'est assez intéressant parce que finalement, on détourne une méthode qui était faite pour faire du texte, pour faire de la formulation, quoi. Et puis, dernier use case dont je vais vous parler, c'est on a développé des outils d'IA, alors plutôt des services logiciels intelligents pour des élevages d'insectes. Donc on a mis en place des outils de computer vision pour compter les larves, par exemple. Donc là, la photo, on les a coloriées pour dire qu'on peut les compter. Donc si on arrive à les colorier, c'est sans doute qu'on arrive à les compter. Bon, on peut voir que c'est pas parfait parce que si on regarde bien, il y a quelques larves qui n'ont pas été coloriées, donc elles n'ont pas été détectées. Donc on peut compter des larves avec ça, donc ça c'est assez intéressant pour savoir combien il y a de larves dans l'élevage, quelle est la masse de larves dans l'élevage. Donc on a mis des outils comme ça. On a construit des capteurs spécifiques pour compter les larves qui naissent. Donc ça, on a construit un petit truc, pour l'instant, un pilote d'un tel senseur. Et puis, on a fait des trucs pour analyser les flux de données qui remontent. Et donc, on a mis à disposition d'un élevage d'insectes un peu pilote ces divers outils. Et puis, pour l'instant, ça sert. Voilà. Alors, maintenant, j'ai encore, je pense, un peu de temps. Donc, je voulais un peu parler, un petit peu de retour d'expérience. Parce que, nous, on fait de l'IA sur mesure pour nos clients. Je pense que peut-être que ça peut intéresser certains d'entre vous pour se dire qu'est-ce qu'il faut pour commencer un projet d'IA sur mesure, c'est quoi la méthode, où est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'il faut comme prérequis, voilà. Donc je vais un peu en parler. C'est un peu ça, voilà. Donc première chose, c'est que à mon avis, ça c'est vraiment un retour d'expérience, les projets qu'on a réussis, c'est clairement des projets qui sont inscrits dans une démarche projet, c'est clair, il faut une démarche projet, inscrit dans la stratégie globale, mais, et là je rajoute des choses qu'il faut faire en plus d'un projet normal, mais il faut vraiment que ce soit les métiers qui pilotent, et pas la DSI, pas la direction générale. Par contre, il faut embarquer la DSI, il faut avoir le soutien en particulier financier de la direction générale, parce qu'à un moment donné, il faut bien payer les choses. Après, dans l'exécution des choses, il faut être simple. Commencer par faire des choses simples et puis complexifier les choses au fur et à mesure. Donc ça, je pense que je l'ai illustré par l'exemple que j'ai montré sur les poules pondeuses. Et puis, il y a un autre truc important, c'est que ce sont des projets innovants et donc il y a de l'incertitude. Il faut gérer dès le début cette problématique d'incertitude. Des éléments sur les données, parce que souvent, il y a la problématique des données, et il n'y a pas toujours des données. Donc en fait, il y a quelques idées forces sur les données que je vais donner. Donc il faut penser, même si vous n'avez pas encore commencé à faire l'idée d'avoir un projet IA, il faut collecter des données, parce que sinon, si on ne les a pas, on ne pourra rien en faire. Il faut aussi penser à comment les collecter. Tout ça, c'est pas si simple que ça. Il faut aussi mettre en place des flux de données, des bases de données, de manière à ce que les données ne disparaissent pas et qu'elles soient dans une forme utilisable pour ensuite faire de la stat de l'IA. Et puis, il faut constituer des historiques, il faut anticiper la collecte. Donc tout ça, c'est des idées que vous devez, si vous voulez un jour faire de l'IA, mettre en place dès maintenant dans vos organisations. Après, il y a aussi une question qu'on me pose souvent et à laquelle je ne sais pas trop quoi répondre parce que la réponse, c'est pas oui ou non, c'est est-ce qu'il faut des capteurs pour faire de l'IA ? Alors, la réponse, c'est pas forcément, mais c'est mieux.
Donc c'est un peu une réponse un peu ambivalente. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'un jour, c'est bien d'avoir des capteurs, d'avoir tout numérisé, mais on peut commencer à faire des choses avant d'être dans cette situation. Et d'autre part, c'est pas forcément nécessaire d'avoir des capteurs. Il faut aussi penser qu'on peut utiliser des données déclaratives humaines, on peut utiliser des données issues des ERP et des CRM. Ça veut dire qu'il me reste 5 minutes, c'est ça? Et ça veut dire et qu'on peut aussi utiliser des données, ça peut être important, typiquement... on peut utiliser des données sur les aspects pression sanitaire, on peut utiliser des données qui viennent du ministère, quoi. Voilà. Donc on peut vraiment utiliser plein de sources de données, et c'est l'idée aussi de l'IA, c'est de croiser des données, des sources de données hétérogènes pour trouver, pour être capable d'apporter des réponses pertinentes. Sinon, parmi les choses dont je voulais parler, toujours un peu de façon un peu fouillie, c'est un jour, quand vous avez industrialisé les choses, il faut clairement que l'outil développé par exemple par des gens comme nous qui fait une IA d'aide à la décision, il faut qu'elle soit directement connectée à la base de données du client, parce qu'il faut que le flux de données soit automatisé, parce que échanger des fichiers Excel, c'est pas vraiment pertinent. Et puis, une fois que la recommandation ou la prévision est sortie par l'outil, il faut qu'elle alimente automatiquement un logiciel client et aussi un tableau de bord pour que les gens puissent voir ce qui est dit là-dedans. Voilà. Alors, là, j'aime bien terminer sur ces questions. Nous ne sommes pas là chez CID pour remplacer les humains, nous ne sommes pas là pour aliéner les gens. Donc, l'idée, c'est bien de se dire, il y a des principes éthiques qu'il faut garder. Et je crois que c'est assez important aussi pour vous, peut-être potentiellement qui veulent aller vers l'IA, de faire attention à ne pas se vendre pieds et poings liés à Amazon ou à Google, qui, eux, n'ont pas forcément des principes éthiques comme ça. Pas être agressif envers eux, peut-être qu'ils nous écoutent, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il que nous, on a l'objectif de bien faire que l'humain garde la main sur la décision. On a bien l'intention de faire que l'IA soit une aide à la décision. Et comme l'IA permet de faire des tâches complexes bien mieux que l'humain, ça permet de libérer du temps pour faire des tâches dans lesquelles l'intelligence humaine est vraiment nécessaire. Et c'est vraiment ça, à mon avis, l'objectif de l'IA, c'est vraiment de faire cet aspect des choses. Donc automatiser des tâches complexes et chronophages pour libérer du temps à l'humain. Ensuite, il y a vraiment quelque chose qu'il faut se dire toujours, c'est que l'IA, ce n'est pas un but, c'est un outil parmi d'autres. Il y a beaucoup de positifs, beaucoup de négatifs, donc l'idée c'est qu'il faut prendre le positif et puis ne pas minimiser l'impact du négatif dans tout ce qui est l'IA. Voilà, alors... Bon, on a une méthode qu'on peut dire qui va du dimensionner. Voilà, ça c'est une espèce d'échelle de temps là qui symbolise finalement tout ce que je vous ai raconté sur les poules pondeuses. On commence par dimensionner, ensuite on fait un premier truc qu'on industrialise, et puis une fois qu'on a fait un premier truc industrialisé, on accélère, on décline, on passe à d'autres espèces, etc., etc. Autour de nos IA sur mesure, on a des offres de formation, sensibilisation. On fait de l'audit et du diagnostic. On développe aussi les IA sur mesure. Et puis on conseille aussi nos clients sur l'aspect urbanisation, c'est-à-dire comment faire le bon plan data, comment aller sur le cloud, aussi comment architecturer l'ensemble des outils qu'on a à notre disposition. Donc tout ça, on conseille nos clients pour avancer vers ça. On a quelques offres spécifiques, on fait du marketing, on fait de la conformité par computer vision, on fait des choses autour des stocks et de la supply chain et des choses autour d'analyse des prévisions. Voilà. Donc ça, c'est des offres spécifiques. C'est un peu comme sur les poules pondeuses. Les poules pondeuses, c'est une offre spécifique maintenant, mais on a aussi fait des projets sur des sujets comme ça, donc on a pu un peu packager. Et puis sinon, on a des offres formation au-delà de celles que j'ai déjà présentées, à destination du C-level dans les entreprises, à destination du middle management. Et pour mettre ça en œuvre, on met généralement un expert métier. Alors, si c'est un problème de supply chain, on met un expert supply chain. Si c'est un problème élevage, on met un expert élevage. Et puis ensuite, on prend 2 experts seniors de la data science et un expert DevOps. Et avec ça, on construit une formation à peu près sur mesure. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Eh bien, merci pour ces éclairages sur l'intelligence artificielle. On va passer rapidement aux questions, s'il y en a sur ce sujet-là. Une question ? Bonjour, très intéressant. Juste une question, au niveau des données, est-ce que ça reste chez les clients, c'est vous qui le savez, et une fois que vous savez générer les modèles,
est-ce que c'est exclusif aux clients ou est-ce que vous les gardez pour les réutiliser ailleurs? Alors, c'est vraiment le problème central. Alors essentiellement, ce que je vous montrais, c'est que quand on industrialise, on fait comme ça. Ah oui, mais vous voyez pas. Voilà, on fait ça. C'est-à-dire que on met chez nous, dans notre outil, une plateforme de données qui aspire, avec le consentement du client, les données dans le cadre d'un NDS, c'est-à-dire qu'en gros, quand on n'a plus besoin, on les efface, hein, en gros c'est ça. Mais on a les données à l'intérieur de l'outil pour pouvoir vraiment faire tout ce dont on a besoin. Parce qu'effectivement, comme ce sont des IA, donc ce sont des systèmes qui ont des capacités d'apprentissage, donc il faut qu'elles aient la capacité d'avoir des historiques de données suffisamment profonds, donc il faut qu'on garde les données suffisamment longtemps pour pouvoir faire ces apprentissages. Et puis, souvent, ce sont quand même aussi des IA qui veulent faire du pilotage, donc qui veulent avoir de l'information en temps continu sur ce qui se passe, par exemple, dans les élevages. Donc il faut qu'il y ait des flux de données qui soient automatisés, parce que si on a la donnée 3 jours ou 3 semaines après, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, et puis, dans notre schéma, le modèle qui est implémenté dans l'IA, il est chez nous, donc ça reste notre bien, mais il est éventuellement mis à disposition d'un client de façon exclusive, c'est-à-dire qu'on lui dit, mais si ça intéresse le client, on peut aussi le vendre à d'autres en association. Parce que le schéma là, une fois qu'on a branché tout ça, on peut très bien se brancher chez un petit copain de notre client. Et donc ça permet éventuellement d'aller chercher une valeur en commun. C'est de la négociation commerciale, ça dépend de qui c'est. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de règle absolue. Et puis, on n'a pas fait des centaines de milliers de projets pour pouvoir avoir une règle absolue appliquée. Merci pour votre intervention. On va passer du coup à l'intervention. Et oui, on va être tenu par le temps néanmoins. Ça va être un peu juste. Alors après, il y a la... Allez, 1 minute. Tiens, je te passe le micro si tu veux. Présentation qui est vraiment très claire et vous avez bien fait d'insister sur les points qui sont nécessaires à mettre en œuvre pour une collaboration entre des prestataires comme vous et puis des gens en métier. Ma question rejoint peut-être un peu la précédente, mais ces logiciels ont tendance à agréger des données, à être évolutifs dans le temps. Est-ce que c'est vous, du coup, qui assurez, une fois que vous avez fait votre livrable, tout l'updating de l'IA avec les données terrain, par exemple, et la modification du modèle au cours du temps qui peut arriver? En fait, si on reprojette le schéma, en fait, on va dire le réapprentissage, il se fait, alors je vais dire automatiquement, enfin au moins dans l'esprit automatiquement. Donc c'est-à-dire que des nouvelles données arrivent, on réapprend, on rééduque le modèle. Donc c'est nous qui assurons cette rééducation. Et puis effectivement, après, il y a aussi le fait qu'on peut avoir envie d'enrichir avec plus de données métiers, plus de connaissances métiers, le modèle. Bon, typiquement, dans tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on peut avoir envie de faire un peu autre chose. Donc à ce moment-là, nous, on update le programme. Mais l'idée, c'est bien de se dire, en général, enfin en tout cas dans notre façon de faire maintenant, ce qui n'était pas le cas au début, on garde les outils chez nous parce que c'est aussi très important de pouvoir monitorer ce qu'on fait. Parce qu'on donne quand même des recommandations. Il faut quand même qu'on s'assure que ce n'est pas déconnant, ce qu'on dit aux gens. Donc on a vraiment une volonté de garder chez nous tous les éléments qui nous permettent de vérifier que c'est cohérent ce qu'on dit.